Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La prison serait-elle un monde à part, un monde où l'on reproduit des discriminations que l'on n'accepte plus à l'extérieur? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Les détenus et les détenues ne sont pas épargnés par les oppressions sociales qui traversent notre société. Et les femmes, par exemple, largement minoritaires en prison, sont du coup invisibilisées et leurs besoins très peu pris en compte. Et c'est la même chose pour les personnes transgenres. Alors que les journées nationales de la prison vont s'ouvrir dans quelques jours, avec pour objectif de sensibiliser les citoyens à la situation carcérale, nous avons décidé d'aborder dans notre émission aujourd'hui la question des minorités de genre, la question des sexualités, de la sexualité aussi en prison et de l'intimité en prison. Pour en parler, trois invités. Alors déjà, bonjour à toutes les trois. Tout d'abord, donc Aurore Van Nieft, vous êtes doctorante en criminologie à la KU Leuven, financée par le FWO, et votre thèse porte sur les expériences, les besoins et les droits humains des personnes LGBTQI+, incarcérées en prison en Belgique. Donc Vinciane Sallier, vous êtes directrice de la SBL iCare, une association née en 2015 et qui vise à améliorer les soins de santé et la promotion de la santé en prison. Alors vous menez vraiment à la fois un travail de terrain, puisque vous êtes vraiment aux côtés des détenus, des détenus, mais aussi un travail plutôt de plaidoyer politique et de recommandations en matière de prison. Et enfin, Justine Bolsens, donc vous êtes chargée de projet au sein de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Vous occupez notamment des Journées nationales prison. Alors, je voudrais vraiment, avant d'entrer dans le cœur du sujet, recontextualiser un petit peu la situation carcérale aujourd'hui en Belgique. On va regarder un extrait d'une vidéo qui a été réalisée par le Centre d'action laïque, par Justine notamment et par Martin Deneys. Aujourd'hui, la Belgique compte 11 000 prisonniers et prisonnières répartis dans 35 prisons, ce qui représente 0,1% de la population belge, et c'est beaucoup par rapport aux Pays-Bas, au Danemark ou à l'Allemagne. Ces chiffres ne sont pas les seuls à donner le tournis. 11 000 détenus détenues, 9 600 places, la capacité a doublé depuis les années 80, des milliers d'euros pour les constructions de prisons, par exemple Aron coûtera 1 milliard d'euros sur 25 ans, près de 60% de récidivistes, seulement 40% des détenus travaillent. Regardons ça d'un peu plus près. 11 000 détenus pour 9 600 places. Cela signifie que 108 prisonniers dorment sur 100 matelas. C'est ce qu'on appelle la densité carcérale. Et dans ce domaine, la Belgique obtient la 5e place parmi 49 pays européens. Pas de quoi être fier. Insalubrité, vétusté et surpeuplement sont le quotidien des personnes détenues et des travailleurs. Conséquence, difficulté d'accès aux soins de santé, aux formations, aux douches, aux préaux, désocialisation, rupture du lien. Tout ceci ne fait qu'accentuer les difficultés personnelles, familiales et sociales des prisonniers et prisonnières. La Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Les nouvelles prisons sont la solution? Détrompez-vous, en plus de ne faire qu'augmenter le parc carcéral, ces prisons modernes aseptisées déshumanisent encore davantage. Alors, Justine Bolsens, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on aborde la question de la prison, que ce soit dans cette émission, dans les médias de façon générale, on parle de surpopulation, de déshumanisation. Ça veut dire que ça ne va pas mieux, qu'il n'y a rien qui s'améliore ? Ben non, franchement, la situation carcérale actuelle, elle est désastreuse et ça fait des années que de nombreuses associations le dénoncent. Ça fait des années qu'il y a des débats parlementaires pour essayer de trouver des solutions, mais que finalement, et c'est ce qu'on voit dans la vidéo, on va toujours retomber dans l'idée que reconstruire des prisons, des nouvelles prisons, va solutionner à la fois cette surpopulation carcérale, à la fois les conditions de détention qui sont inhumaines actuellement. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'à la fois construire plus de prisons, ça fait qu'en fait, on va un peu ouvrir les vannes et donc on va incarcérer plus de détenus. Et puis après, on pourra, j'imagine, traiter de cette question de manière plus approfondie. Et puis après, on voit aussi qu'il y a par exemple un objectif annoncé de la prison, c'est la réinsertion. Mais on voit qu'en fait, il y a très peu d'investissements au niveau de l'État et de moyens qui sont donnés à la réinsertion. Et qu'en fait, tout repose sur des associations de terrain qui doivent essayer de rentrer, essayer de toucher un peu les deux bouts et d'aider finalement les détenus.
Et puis les conditions de détention, encore récemment, on dénonçait les conditions de détention dans énormément de prisons. À la fois, c'est la surpopulation, c'est la vétusté des lieux. Mais quand on parle de conditions de détention désastreuses, on parle de détenus qui doivent dormir au sol, on parle de rats, on parle de punaises. Enfin, c'est quand même des trucs qui je pense, il faut clairement éveiller un peu les consciences par rapport à ça. Et donc, actuellement en prison, on a quand même 11 000 détenus et détenus qui vivent là-dedans. Et donc, alors, on parle beaucoup des détenus parce qu'effectivement, c'est la population majoritaire, sont les hommes. Mais il y a aussi les femmes détenues et c'est de ça notamment qu'on va parler aujourd'hui, des minorités de genre, des personnes transgenres aussi, on en parlera. Alors, peut-être juste pour avoir quelques chiffres, les femmes détenues en Belgique, c'est quel pourcentage, plus ou moins combien et où elles se situent ? En Belgique, on compte entre 4 et 5% de femmes détenues. C'est un taux qui reste qui reste le même depuis plusieurs années. Elles sont réparties dans 9 prisons, établissements pénitentiaires en Belgique. Et elles sont, l'expression que je trouve qui est intéressante, c'est vraiment exclues parmi les exclus. Parce qu'il y a clairement un problème au niveau de la prison. Mais alors, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la prise en compte du genre des femmes et d'autres minorités, là, on se rend compte qu'il y a une exclusion qui est encore plus grave. Et il y avait une phrase que je trouvais intéressante et je pense qu'on pourra rebondir là-dessus. Donc c'est le premier Genepi de 2019, c'est La Brèche qui est édité par Genepi. Et disait une association qui travaille sur la question de la prison, qui regroupe des étudiants notamment. Oui. Et donc ils sortent un magazine et ils avaient écrit dans leur premier magazine, c'est La prison, miroir grossissant des oppressions de genre qui traversent la société civile. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment... c'est clair qu'en fait, il y a plein de choses qui s'arrêtent au mur de la prison. Donc, par exemple, énormément de droits des détenus. Mais par contre, les murs sont assez poreux pour le patriarcat et toutes ces discriminations basées sur le genre et sur d'autres critères, évidemment. Alors, Aurore Van Nieft, on dit que la prison, c'est vraiment un système androcentré. C'est vraiment un système qui a été réalisé, conçu par et pour les hommes. Oui, tout à fait. Et ça s'exprime tout à fait dans l'organisation. Justine le disait, les femmes sont incarcérées dans 9 prisons sur les 35 qui existent actuellement dans le parc carcéral. Il faut savoir aussi que c'est toujours une section femmes dans une prison qui est majoritairement pour hommes. Jusqu'à présent, on avait la prison de Berkendal qui était exclusivement pour femmes. Et qui va transférer à Aachen. Tout à fait. Donc, il va fermer très prochainement. Donc, on va perdre en fait cette spécificité. Et donc, ça veut dire que de leur minorité en fait en nombre, c'est purement numérique, eh bien, les femmes en fait sont une des sections parmi les plusieurs sections qu'il y a. Et ça a des répercussions sur les activités, sur l'offre, etc. Parce que voilà, la prison est organisée pour la majorité aussi, qui dans ce cas-ci sont des hommes en effet. Puis la prison est très binaire aussi. Voilà, on est bien homme ou bien femme. On est placé ou bien dans une section pour hommes ou dans une prison pour femmes. Et on en parlera. Pour les personnes qui sont transgenres ou non binaires, qui ne se retrouvent pas comme hommes ou comme femmes, ça pose plusieurs questions. Oui, et ça veut dire que, par exemple, vous dites qu'il n'y a que 9 prisons qui accueillent des femmes, et donc ça veut dire qu'elles sont parfois aussi isolées de leur famille, isolées de leur noyau familial. Exactement. Vinciane Sallier, donc, vous qui travaillez vraiment au contact, notamment de ces femmes détenues, est-ce qu'en matière de santé, elles sont du coup particulièrement discriminées, et en quoi peuvent-elles être particulièrement discriminées? Alors déjà, les femmes qui arrivent en prison, toutes les études montrent qu'il y a une prévalence de problèmes de santé mentale plus importants que chez les hommes. Et d'autre part, elles ont, pour la plupart d'entre elles, des vécus de violences intrafamiliales, de violences conjugales. Et ça va avoir un impact important en fait sur les besoins en matière de santé au sens large, de santé mentale et de santé physique. Ça, c'est déjà un volet. Après, elles ont évidemment des besoins qu'on appelle plus sexospécifiques, de besoins d'accès à des gynécologues, d'avoir si possible des sortes de planning familial, etc., qui puissent vraiment accéder jusqu'à elles. Et on voit que dans des établissements où il y a juste une section femmes, où elles sont, comme on disait, minoritaires, mais il suffit que cette section soit vraiment très très loin du service médical, par exemple même géographiquement, qui est déjà énormément de travail, de sollicitation pour le service médical, qui est souvent sous-effectif par ailleurs, qui a déjà beaucoup de demandes du côté des hommes, et on voit qu'elles peuvent parfois passer après. Alors ça, c'est des choses que mes collègues qui revoient dans le quotidien, parce qu'en fait, on est dans toutes les sections femmes, côté francophone, donc dans 4 établissements différents pour pouvoir avoir une continuité de l'accompagnement d'une prison à l'autre. Ça veut dire que, par exemple, pour un rendez-vous chez un gynécologue, on dit que dans la société libre, dans le monde libre, on a une femme à un rendez-vous au moins tous les ans chez un gynécologue. En prison, c'est... Alors, je dirais des mois pour avoir un rendez-vous. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est
très dépendant de la prison dans laquelle on se trouve. Mais donc, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas accès non plus à des soins gynécologiques, clairement pas. Mais de manière générale, c'est plus compliqué. En tout cas, je pourrais quand même parler d'un petit peu d'amélioration sur les 10 dernières années. Mais l'accès reste compliqué pour certaines d'entre elles. Et puis, c'est des femmes qui, comme je disais, avec leur vécu, ne vont pas forcément faire de demande. Et donc, c'est important d'aller en fait à leur rencontre et qu'on n'attende pas que ces femmes formulent une demande de soins, une demande d'aide pour que ces soins arrivent jusqu'à elles. Et ça reste encore très très compliqué parce que tout se base sur de l'écrit, sur une demande qui doit être formulée. Et là, on a déjà un grand frein en fait à l'accès aux soins. Alors c'est vrai qu'on parlait de façon générale de la question de la santé mentale, des femmes qui sont particulièrement éprouvées, il y a tout effectivement de la violence qu'elles ont pu subir avant. Mais c'est vrai qu'au niveau même pratico-pratique, on parle des règles, des menstruations. Oui. Là, on a un vrai souci. Oui. Nous, on a découvert ça simplement, comme on accompagne les femmes dans leurs cellules, on s'est rendu compte que des femmes achetaient des protections périodiques et même du papier de toilette. Et là, évidemment, on a un peu ouvert des grands yeux et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie précarité menstruelle dans les établissements. Il est vrai qu'il y avait un peu de matériel disponible, mais ce matériel se retrouvait dans des armoires des agents pénitentiaires. Et donc déjà, on est là dans des rapports de force, quelque part, et de genre, sur ce fait que les femmes détenues devaient demander, et doivent encore trop régulièrement, demander des agents pénitentiaires, pour une bonne part des hommes, d'avoir des protections périodiques. Et après, c'est au bon jugement de l'agent en question d'en donner 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est un vrai frein, en fait, un vrai frein à l'accès au matériel. Donc, c'est quelque chose qui est occupé à changer pour le moment, mais la précarité menstruelle, on va dire qu'elle est toujours présente. Ce n'est pas qu'une question de matériel, c'est aussi une question d'accès à l'information, à la formation, de savoir mais comment ça marche en fait, mon cycle, etc. Et là aussi, comme elles ont régulièrement en tout cas un bagage très limité en matière d'information santé, il y a tout un travail à faire en matière de précarité menstruelle. Aurore Van Nift, le fait que du coup, donc ces femmes sont invisibilisées, vous le disiez déjà un peu tout à l'heure, ça va avoir un impact sur même les activités qu'on leur propose. Alors on sait, on l'a déjà vu dans la vidéo et puis on l'a déjà dit aussi, mais il y a très peu d'activités aujourd'hui en prison. Certaines prisons en tout cas ont beaucoup plus d'accès beaucoup moins d'accès que d'autres à des activités ou des formations et des choses comme ça. Mais alors en plus, quand on est femme, c'est très réduit en matière d'activités proposées, mais aussi de travail proposé. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que normalement, pour les hommes, on a des régimes séparés, on a des maisons d'arrêt pour les personnes qui attendent leur jugement, où là, forcément, ils ne restent pas forcément très longtemps. Donc là, les activités ou les formations offertes sont plus courtes ou sont moindres. Et puis, il y a des maisons de peine où là, c'est sur une plus longue durée, il y a plus de formation. Les femmes, encore une fois, par leur minorité numérique, il y a aussi bien des personnes prévenues que des personnes qui ont déjà reçu leur jugement, qui sont ensemble dans les mêmes sections. Donc, ce qui va se passer, c'est que les activités qui sont organisées, par exemple, pour les formations, on va avoir des quotas, on va recevoir un subside, voilà, on a 20 places à remplir. Si on est avec une section où il n'y a pas assez de femmes qui s'offrent, eh bien l'activité n'aura pas lieu. Alors ou bien on va faire des activités en mixité où on va d'abord essayer de remplir avec des hommes. S'il y a encore des places libres, on ajoute les femmes. Ou bien ce qu'on va voir aussi, c'est que les activités qui sont offertes sont parfois assez genrées. Donc on va faire un atelier de couture, on va offrir des formations au nettoyage, des formations de couture, etc. pour les femmes, parce qu'on imagine que ça va susciter assez d'intérêt. Donc on remarque en effet que il est assez compliqué d'offrir le même range de formation et d'activités aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que c'est quand même très stéréotypé, ce que vous nous dites, la couture, je pense que vous me parliez tout à l'heure de repassage, Vinciane Salier. Oui. Ça veut dire que c'est ça qu'on propose aujourd'hui comme formation aux femmes? Alors ça dépend au niveau des établissements. Donc il y en a où on peut trouver justement blanchisserie, couture, des techniciennes de surface, etc. Et puis d'autres établissements où ce ne sera pas basé justement sur le fait d'être un homme ou d'une femme pour avoir accès à un certain travail. Donc on ne peut pas en faire tout à fait une généralité, mais c'est vrai que c'est très marquant. Mais parfois, on entend aussi des femmes détenues qui ne veulent pas forcément que ça ne change pas en matière de ces actions qu'elles doivent mener, mais simplement que c'est parfois l'occasion d'un contact en fait, avec des hommes détenus. Si elles s'occupent de la blanchisserie et qu'il y a des hommes qui travaillent, qui viennent chercher le matériel, c'est un contact qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Et donc, quelque part, tout le monde y gagne. C'est un peu particulier, mais donc ça dit quelque chose en fait d'un système qui est tellement séparé, que chacun prend la moindre opportunité en fait d'avoir des contacts avec les autres. Mais du coup, Aurore Van Nift, vous avez fait vous une étude sur la mixité justement en prison avec Olivia Nederland notamment. Alors la mixité, ce serait quoi à encourager selon vous en prison? Ce serait quelque chose qu'il faudrait plus favoriser? Alors c'est une étude en cours, donc voilà, on est dans les résultats assez préliminaires, mais donc on a posé la question aussi bien au personnel
personnel pénitentiaire, aussi des directeurs, mais aussi aux personnes détenues. Et donc là, ce qui en ressort, c'est qu'il y a des réels bénéfices aussi à avoir de la mixité. Hein. Comme Vinciane Sallier le disait, c'est un moment de contact et qui, pour eux, est souvent une partie du monde extérieur normal qui rentre de nouveau en prison, parce que ce n'est pas tout à fait normal d'être dans un monde qui est tout à fait séparé. Oui, c'est un peu le seul pan de la société où il y a vraiment encore cette séparation. Voilà, tout à fait. Bon, bien sûr, pour le personnel, il y en a parfois qui disent que qu'il y a un risque de formation de couple, par exemple, que certaines personnes pourraient être motivées plus par le fait de se rencontrer que par le fond de l'activité, en fait, pour y participer. Mais en général, les activités qu'on a étudiées qui sont mixtes, ça se passe assez bien avec certaines exceptions, mais en général, où ça se passe assez bien. Mais voilà, ce sont des questions qui sont en train d'être posées. Après, je crois que pour la normalisation, en société, il y a des activités mixtes, mais pas tout n'est mixte forcément. Donc je crois qu'une mixité imposée n'est pas une solution. Il y a aussi en société des femmes qui, en effet, ont un profil plus vulnérable, qui ne veulent pas forcément être mélangées à des hommes qui sont peut-être là pour des faits de mœurs. Par exemple, des viols, des violences sexuelles. Tout à fait. Donc je crois qu'il est important de garder, tout comme en société, des activités qui sont aussi bien séparées pour hommes que pour femmes, mais la possibilité de faire des activités mixtes également. Et on pourrait rajouter quand même que cette mixité devrait être une mixité accompagnée, à nos yeux en tout cas. Donc on travaille dans 7 établissements différents et dans l'un d'entre eux, une des premières choses qu'un directeur nous a demandé, c'est de s'occuper des coups de foudre. Et on trouvait ça vraiment surprenant et intéressant parce qu'en fait, de nouveau, sur les questions de consentement, il y a un énorme travail à faire et il y a beaucoup de difficultés en fait dans ces contacts. Bon, alors, on le voit aussi évidemment à l'extérieur, hein, c'est pas particulier à la prison, mais cette mixité accompagnée, ça serait aussi intéressant parce que si on veut que la prison soit aussi de la réinsertion et de la lutte contre la récidive, etc., il faut que ça soit réfléchi en fait tout ça et que les gens puissent réfléchir à ce qui leur arrive dans ces rapports justement avec les hommes ou avec les femmes et que ça ne soit pas juste fait comme voilà, sans accompagnement. Justine Pölsens, on parlait tout à l'heure du fait que les femmes parfois étaient plus isolées parce que il n'y a que 9 prisons, mais aussi de façon générale, elles sont plus souvent isolées de leur famille, elles perdent parfois la garde de leurs enfants aussi par rapport aux hommes, aux détenus hommes. Oui, mais donc c'est vrai que quand on regarde un peu le profil des femmes, il y a évidemment des similarités par rapport aux détenus masculins. Donc déjà le fait qu'elles vont être isolées déjà parce qu'il y en a beaucoup qui sont étrangères et donc il y a un isolement au sein de la prison parce qu'elles vont pas toujours comprendre les règles de fonctionnement de la prison, mais elles vont aussi parfois être isolées parce que du coup elles n'ont pas de personnes à l'extérieur qui peuvent venir les aider. Et puis après l'isolement dans la famille par exemple l'extérieur qui va amener les vêtements chaque semaine, lavés, etc. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des tâches qui sont accomplies par des femmes. Et donc, du coup, quand on est une femme, on va souvent avoir un mari. Et puis, en fait, ce mari va nous abandonner plus facilement. Enfin, en tout cas, c'est ce que les études démontrent. Et puis après, une étude de relais parents-enfants avait démontré qu'il y avait plus ou moins 80% des enfants dont le père était en prison qui étaient à la charge de la mère. Mais quand c'était la mère qui était en prison, là on parlait de 25% des enfants qui étaient à charge du père. Et donc ça aussi, je trouve que ça crée un isolement, ça crée un rapport à la famille et à l'extérieur qui est assez compliqué et qui nécessite, et je pense que c'est un peu ce qui revient à chaque fois, c'est un accompagnement adapté. Parce que quand on sait que son enfant est placé, nous on est derrière des barreaux, je pense qu'il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir discuter et être accompagné de personnes qui peuvent nous outiller. Alors, on a parlé beaucoup des femmes, mais c'est vrai qu'on a dit on allait parler des minorités de genre. Et une minorité de genre qui est présente également en prison, ce sont les personnes transgenres. Alors là, ça amène du coup d'autres difficultés. Alors, Aurore Van Lift, déjà, alors ça peut paraître une question un peu bateau et pratico-pratique, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on décide où on place une personne transgenre? Parce qu'on l'a dit, les prisons, elles ne sont pas mixtes, c'est chez les hommes ou chez les femmes. Voilà. Alors tout à fait, là, il n'y a pas de règles très très concrètes. On remarque qu'avant la législation qui existait sur le changement de sexe qui a été changée en 2017, on remarque que là, avant, on se basait surtout sur les documents d'identité. S'il y avait M, c'était en prison pour hommes, s'il y avait V ou F, c'était en prison pour femmes. Maintenant, on remarque que l'identité de genre, donc le genre que la personne ressent à l'intérieur, est de plus en plus pris en compte. Maintenant, bien sûr, les directeurs de prison ont tout intérêt à ce que la détention se passe bien, aussi bien par la personne trans que par les personnes avec qui elle sera placée. Et donc, il y a non seulement l'identité de genre ou le sexe qui est enregistré sur le document qui est pris en compte, mais aussi le climat, la sécurité des autres détenus, la sécurité de la personne transgenre, etc. Donc, on remarque en fait qu'il n'y a pas un seul critère et que c'est souvent une décision individuelle qui est prise. Pour les personnes prévenues, donc là, le placement se passe en fait par le juge d'instruction.
qui va décider, voilà, on va incarcérer cette personne temporairement dans un établissement. C'est le juge d'instruction qui décide de l'établissement. Cet établissement peut être mixte. Dans ce cas-là, ça peut revenir à la direction de la prison même de décider. Mais parfois, cet établissement peut être un établissement uniquement pour hommes. Et dans ce cas-là, après, il faut demander encore des transferts, etc. Donc, il n'y a pas de critères très, très clairs. Souvent, c'est une décision individuelle basée sur d'autres facteurs. Voilà. Alors, Vinciane Sallier, c'est un sujet dont vous, au niveau de la SBL iCare, vous avez décidé un peu de vous emparer, puisqu'il y a un an, vous avez créé l'Observatoire des vécus et réalités des personnes transgenres en prison avec la SBL Genre Pluriel. Alors, pourquoi vous avez créé cet observatoire? À nouveau, on n'avait pas anticipé cette problématique-là, et c'est simplement le quotidien dans les prisons qui nous fait, qui nous ouvre les yeux en fait sur les questions liées principalement aux minorités. Et en fait, on s'est rendu compte, et surtout en étant des quartiers femmes où il y a quand même très régulièrement des personnes transgenres, on s'est rendu compte de problématiques particulières. Mais c'est d'abord avec une personne, puis une seconde, puis une troisième, et à un moment, on se dit mais en fait, il y a une vraie problématique. Voilà, il y a la théorie, mais il y a ce que les gens vivent au quotidien. Et on a vu en fait des personnes qui avaient par exemple fait 2 séjours dans un établissement pour hommes avant de se retrouver dans un quartier femmes et qui avaient un vrai traumatisme par rapport à leur vécu. Mais alors ça peut être aussi des personnes... En plus, elle a dû subir des discriminations. Bien sûr, et puis c'est simplement parfois les hurlements de d'autres détenus dans des cellules avoisinantes. Et puis ça peut être aussi des gens qui ont été mis en observation pendant une semaine dans leur cellule sans même pouvoir aller au préau, enfin c'est pas légal tout ça, mais d'être mis en observation pendant une semaine, ou qui demandent, ce qu'on voit encore beaucoup, c'est des personnes qui demandent d'être en duo, donc d'être avec un co-détenu ou une co-détenue, parce qu'en fait c'est difficile pour eux d'être dans la solitude, dans l'isolement, et qui ne peuvent pas, ou bien la direction demande un avis psychiatrique avant de pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Des menaces aussi de temps en temps autour de, mais en fait en gros c'est tiens-toi correctement sinon on te renvoie chez les hommes, des choses comme ça qui passent parfois dans le quotidien. Mais c'est avant tout, ça montre plutôt que les personnes, les professionnels sont en fait désemparés et pas formés sur le sujet. Et donc ça dit plutôt ça que des discriminations parfois directes sur une personne ou l'autre. Voilà, tout le monde est un petit peu perdu, je pense. Et dans un système qui est tellement séparé, hommes-femmes, où on a tout pensé comme ça, on a même d'ailleurs pensé, comme on disait tout à l'heure, pensé par des hommes et pour des hommes. Il faut voir ce qu'on fait avec les femmes, ce qu'on fait encore les plus petites minorités, comme les personnes transgenres. Il y a d'autres minorités encore qui ont des problématiques particulières. Il vaut mieux faire partie en fait de la majorité, évidemment. C'est comme partout. Si on est un homme qui sait parler français ou néerlandais et qui est hétéro et qui est bien accompagné par sa famille, évidemment, évidemment, ça change tout. Alors peut-être juste un petit mot sur les formations, parce que Aurore Vanni, vous me disiez quand même qu'il y avait des prisons qui aujourd'hui mettaient en place des formations pour le personnel, ou en tout cas il y avait des groupes de travail qui travaillaient là-dessus. Oui, voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours. Il y a une formation qui est maintenant en cours d'abord pour des publics cibles, donc directeur, personnel médical et services psychosociaux, sur la question des personnes trans, justement. C'est quelque chose qui sera aussi intégré dans la formation des accompagnateurs de détention, donc qui vont d'abord rentrer à Rennes puis à Termonde, parce qu'il y aura une différenciation des agents qui seront plutôt là pour la sécurité, des agents qui vont plutôt être là pour l'accompagnement plus proche des détenus. Mais là, ça fera partie d'une formation sur la diversité au sens large. Donc voilà, là, on ne sait pas jusqu'à quel point ça pourrait être approfondi. Mais en effet, on remarque que c'est un sujet qui commence à jouer, parce qu'en effet, le personnel pénitentiaire se retrouve devant cette réalité et souvent désemparé, comme le dit Vinciane Sallier, parce que voilà, ça ne fait pas partie de la formation de base. Et parfois, il y a même aussi du personnel qui est très bien intentionné, mais qui est juste maladroit. Et ça peut être, une expérience très négative pour les personnes trans si ça se passe de façon systématique. Alors j'avais dit, on va parler du genre, mais on va parler aussi de sexualité. Alors je voudrais vous faire écouter un extrait d'un témoignage. C'est Valérie, c'est une ancienne détenue de la maison d'arrêt de Berkendal. Elle a été interrogée par des étudiants de l'IEX dans le cadre d'un podcast qui s'appelle « Sexualité sous surveillance ». Moi, je suis allée au cachot parce que je rigolais, que je mettais de la musique. Pourquoi ? Parce que ce moment où je mettais la musique à fond avec ma co-détenue, on dansait, on se touchait. C'est de la sexualité, à notre niveau, hein, parce qu'on ne pouvait pas se toucher. Le règne de la terreur, c'est ça en fait, pas de contact. Bon, parce que là, on parle de sexualité, mais la sexualité, c'est un contact. C'est-à-dire que même si tu prenais la main à une co-détenue, hop, 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 siffler, paf, elles arrivaient, 4, 5, 6, là, non.
Donc c'est vraiment le bonheur, non, sous aucun prétexte. Les yeux de la prison ne dorment jamais. Ils voient tout. C'est une présence qui poursuit les détenus jusque dans leurs cellules. Ces yeux, c'est un Judas, un œilleton, un guichet, une fenêtre, peu importe comment on décide de l'appeler. C'est un moyen d'être surveillé, incontrôlable pour les détenus. En prison, toutes les heures, on contrôle. On allume la lumière, on lève le Judas, et donc même l'autoplaisir, c'est hyper compliqué, même en prison. Pourquoi ? Parce que déjà, quand tu es en prison, tu es déjà prisonnière de toi-même, donc tu es prisonnière de ton corps. Alors, seule dans une cellule, en train de te masturber, seule dans ton désir, seule dans ton envie de toi-même, alors que tu ne te maquilles plus, tu ne t'habilles plus, tu ne te désires plus toi-même. Vinciane Sallier, peut-être une réaction sur ce témoignage. D'une part, que la sexualité n'est pas prise en compte du tout, en fait, comme dans beaucoup de collectivités. Malheureusement, on voit ça évidemment dans d'autres mondes. Et puis, en tout cas, ce témoignage me parle beaucoup et résonne avec d'autres témoignages qu'on a pu avoir de femmes détenues, en particulier, et qui parlent surtout d'intimité, en fait. Au-delà de sexualité, c'est l'intimité. Et de savoir qu'à tout moment, on peut être vu, peut être regardé, parce qu'évidemment, on ne maîtrise pas jusqu'où c'est de la surveillance et jusqu'où ça va plus loin. C'est terrible, en fait, dans un quotidien. Qu'est-ce qui nous appartient encore si à tout moment on peut être vu sur toutes les coutures? Ouais. Justine Meulsens, on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai peut-être deux questions à vous poser. Alors je vais vous demander de les résumer en une seule réponse. Mais ces journées nationales prison, elles vont avoir lieu. Quel est l'objectif de ces journées nationales et peut-être quelles recommandations on peut mettre en avant après tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Donc, là, cette année, c'est la 9e édition des Journées nationales de la prison. Le titre de cette année, c'est « La prison, tout le monde s'en fout ». Donc je pense que le message est assez clair. L'idée, c'est vraiment à la fois d'informer le citoyen et en même temps de leur dire « Regardez en fait ce qui se passe parce que franchement, c'est terrible ». Et donc, il faut faire quelque chose. Mais c'est toujours une démarche qui est hyper pédagogique et qui est vraiment, en fait, on ouvre les portes des prisons. Et donc, il y a des événements, des manifestations, des expositions, des conférences. Et donc ça, tout est disponible sur le site des JNP. Oui, il va apparaître en bas de l'écran. Voilà, donc il y aura tout le programme et c'est vraiment un collectif d'associations qui travaillent sur différents aspects de la prison, qui se mobilisent pendant 10 jours. Oui, et notamment des événements sur cette question de la sexualité. Il y a un événement, les personnes trans en prison, que vous organisez à Equerre avec Genre Pluriel, sexualité, femmes et prison, ça organisé avec le planning familial. Et donc, oui, on ne peut qu'encourager les gens à participer à toutes ces activités. Merci beaucoup à toutes les trois. Je sais qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on va vraiment, si vous êtes intéressés à cette question, allez-y, allez rencontrer les acteurs de terrain. Merci à toutes les trois, merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.